étrange lumière dans le ciel. Il s'est allumé. Je ne sais pas ce que c'était. Des objets se déplaçant à des vitesses incroyables, défiant les lois de la physique. Ça a foncé vers le sol à la vitesse de la lumière. Des vaisseaux venus d'un autre monde. Ils existent, ils sont là. La vérité est quelque part et nous voulons savoir. Le mystère des ovnis fascine et déroute. Winstead, Connecticut, janvier 2011, 20h. C'était quoi ce truc? Sur le parking d'un centre commercial du centre-ville, des clients remarquent quelque chose dans le ciel. Ça bouge. Tu le filmes? Comme souvent de nos jours, l'événement est filmé par des téléphones portables. C'est incroyable. E.T., téléphone, maison. Les images sont postées sur un site de partage de vidéos. C'est le dernier exemple en date d'objets volants non identifiés à un phénomène qui semble défier la raison. Je sais pas ce que c'est. Du moins, officiellement. Chaque année, partout dans le monde, des milliers de gens disent avoir vu des ovnis. Il n'y a pas d'aéroport dans le coin. C'est incompréhensible. À Rio, Londres, Paris ou New York, les ovnis sont un phénomène mondial et une énigme. Depuis 60 ans, Je vois des lumières. Je les filme. partout où des ovnis sont repérés, ils font la une des médias. En ce moment, le plus gros buzz de YouTube, c'est l'OVNI israélien. Un vaisseau qui s'est posé sur un temple. C'est un ovni? C'est dingue. On le voit se poser sur le toit et puis décoller à la vitesse de la lumière. J'ai regardé la vidéo plein de fois et je pense que c'est un vrai. Ce genre de scène enflamme l'imagination des passionnés de phénomènes inexpliqués. On en a vu dans le Mississippi, mais jamais comme ça. Immédiatement, on enquête pour découvrir la vérité. À Rachel, dans le Nevada, un petit groupe d'ufologues se réunit pour traquer des indices et identifier ces objets étranges repérés dans le ciel. Leur chef est Alex Podovitch. On est des chasseurs d'OVNI. On se retrouve régulièrement pour aller sur le terrain. On installe notre matériel, nos caméras, nos appareils photo, etc. Et on scrute le ciel. Et parfois on voit des trucs très bizarres. Voilà le type de phénomène que le groupe passe des heures à guetter, puis à décortiquer. Un OVNI est un objet non identifié. Il peut venir de la planète Terre ou d'ailleurs. C'est quelque chose dans le ciel qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens les associent à des vaisseaux extraterrestres, mais c'est faux. Ça peut être n'importe quoi. C'est la définition du terme OVNI. C'est un phénomène qui perdure. Ça fait un effet boule de neige. C'est de plus en plus gros. Et c'est très marrant. Pat Travis Lodenclos connaît bien les ovnis. Elle dirige le restaurant Little Alien, dans le désert du Nevada, la capitale officieuse de l'ufologie. Et ce n'est pas un hasard si c'est la Mecque des passionnés. Beaucoup de vaisseaux ont été aperçus dans le coin. Des phénomènes que personne ne peut expliquer. Certains ont fait des manœuvres tellement rapides que c'était incroyable. Je pense que nous ne pouvons pas être les seuls habitants dans tout ce magnifique univers. Il y en a forcément d'autres, c'est ma conviction. Pour Pat, les ovnis sont l'œuvre d'extraterrestres. Une opinion partagée par certains qui ont enquêté sur la question. C'est un fait, ils existent, ils sont là. Et la vérité, c'est qu'ils nous ont créés.
Et l'espèce humaine a besoin de savoir d'où elle vient et de connaître ses origines. Depuis des décennies, les ufologues cherchent la vérité, mais ce n'est pas facile. Les ovnis n'apparaissent pas sur commande. Pour les chasseurs d'ovnis, le Graal, c'est de trouver une vraie soucoupe volante, disons un vaisseau spatial, de le prendre en photo et de le toucher. Ou de croiser un vrai extraterrestre, de lui serrer la main et de le photographier. Aujourd'hui, Alex et les autres vont se promener sur l'autoroute extraterrestre pour tenter de voir un ovni. C'est toujours excitant de partir en chasse. Ce sera peut-être l'occasion de trouver quelque chose que je cherche depuis des années. On va aller jusqu'à la célèbre boîte à lettres. À la base, elle était noire. Maintenant, elle est blanche. La boîte à lettres est un lieu bien connu du folklore ufologique. Un très grand nombre d'ovnis ont été vus à cet endroit. Voici la fameuse boîte à lettres blanche. Et tout autour, vous voyez des chasseurs d'ovnis. Ils seront avec nous ce soir. Espérons qu'on verra quelque chose dans le ciel. La chasse aux ovnis est une opération complexe et surtout risquée, qui place le groupe en ligne de mire des autorités. Le gouvernement surveille de près la région, l'une des plus secrètes de la planète. L'armée américaine possède une base opérationnelle près de Groom Lake. On l'appelle la zone 51. Je vois une tour de guet au sommet de la montagne. Il doit y avoir un radar là-bas. Derrière la crête, il y a leurs installations. Et à 14 km au sud, il y a la zone S4. Là où tous les vaisseaux extraterrestres seraient amenés. C'est juste là. En ce moment, on est sans doute surveillé par la tour de guet. Ils savent qu'on est là. Ils viendront peut-être plus tard pour voir ce qu'on filme. En général, ils sortent s'ils voient des gens avec des caméras. Selon les ufologues, c'est dans la zone 51 que le gouvernement américain cache ses soucoupes volantes. Elles sont les preuves que les vaisseaux extraterrestres sont réels et que certains se sont posés sur Terre. Cette affirmation a surgi dans les médias à la fin des années 80 grâce à cet homme. Je m'appelle Bob Lazar. En 1988, le physicien Robert Lazar a raconté à des amis qu'il avait vu des soucoupes volantes quand il travaillait sur un projet top secret dans la zone 51. Il y a des preuves tangibles de l'existence de vie ailleurs. Le boulot de Bob consistait à voir s'il pouvait faire la rétro-ingénierie de ce système de propulsion. John Lear est un ami de Robert Lazar depuis plus de 20 ans. Il est l'un des premiers à qui il a parlé des soucoupes volantes. J'ai rencontré Bob Lazar en 1988. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est « J'ai vu un disque aujourd'hui ». J'étais en train d'écrire et j'ai répondu « Quoi ?» J'ai vu un disque. D'ici ou d'ailleurs? D'ailleurs. Ce véhicule est un disque, ce qu'on appelle communément une soucoupe volante. Il m'a dit que la première fois qu'il l'avait vu, le disque portait un drapeau américain. Du coup, il a pensé, ça explique tout. On a des soucoupes, elles viennent de chez nous. C'est de là que partent les rumeurs. Mais quand il a jeté un œil à l'intérieur, il a vu des sièges minuscules, environ de cette taille. Et là, c'est devenu clair. Il a compris que c'était un vaisseau extraterrestre. Cette révélation par un scientifique autorisé à pénétrer dans la base top secrète a fait grand bruit. Les soucoupes volantes existaient bien et le gouvernement les cachait. En fait, ils injectent des protons dans le moteur. Et selon moi, tout ce que nous avons développé a été influencé par les extraterrestres et leur technologie.
Si les ovnis et les soucoupes volantes sont réels et dissimulés dans des bases secrètes, au milieu du désert du Nevada, cela soulève plusieurs questions. À quoi servaient-elles? Où ont-elles atterri? Et quand les États-Unis les ont-ils trouvées? Les chasseurs d'ovnis se préparent à une nuit sans sommeil. Ils sont bien équipés. Ils ont installé une série de caméras très sensibles, filmant en infrarouge et dans des conditions de luminosité très réduites. Ils espèrent prendre des images d'objets inconnus dans le ciel. D'ordinaire, ces équipements servent à des opérations de surveillance dans des environnements très sombres. Certains utilisent la lumière naturelle, même si c'est juste celle des étoiles. D'autres sont des caméras de vision nocturne traditionnelles qui amplifient la lumière. Donc si quelque chose arrive vers nous et émet de la lumière, on le verra. Avant que tout le matériel soit installé, Alex Podovitch remarque quelque chose. T'as vu la traînée de condensation? Ça doit être un F-16. Tu crois qu'on va voir quoi ce soir? J'espère qu'on va voir quelque chose qui a été conçu en rétro-ingénierie à partir de la technologie extraterrestre. Prêt? Presque. Si on a des caméras infrarouges, on peut voir quelque chose d'invisible à l'œil nu. Qu'on n'est pas censé voir. Exactement. Comme ça, on a l'occasion de soulever un coin du voile. Et c'est légal? Mais oui, on est sur un terrain public. Mais si tu te fais arrêter, tu ne me connais pas. Si un ovni est repéré, les chasseurs sont prêts à le filmer et le photographier dans les moindres détails. S'ils y parviennent, ce sera un grand moment pour eux. Il faut que tout marche. Ces appareils sont nos yeux cette nuit. Ouais, ça m'a l'air bien. Espérons qu'il y aura des lumières bizarres qui bougent en zigzag ou super vite. Regarde par là. J'espère voir un vaisseau spatial, si possible. Dans l'obscurité, au loin, le groupe a remarqué quelque chose. Il fait trop sombre pour les caméras normales, mais celles prévues pour la faible luminosité ont peut-être repéré quelque chose. Il bougeait et il a disparu. Dans cette direction. C'est lumineux. Ah, c'est super. Il s'est allumé. Juste là. Rouge orangé. Là, à 1 heure. Quel est le verdict des équipements ultrasensibles? Bon. Voilà ce qu'on vient de voir. Juste à côté du 2, sur la 3e caméra, une lumière est apparue. Et là, il en a une autre. Elles sont restées là autant de temps, toutes les deux, et puis elles ont disparu. Elles étaient stationnaires. Elles étaient là, et elles sont parties. Ce n'est pas un pixel sur l'écran ou un problème technique. L'équipe a remarqué quelque chose, mais ne sait pas ce que c'est. Elle espère que c'est une soucoupe volante que le gouvernement américain cache dans le désert. C'est une notion très en vogue dans les cercles ufologiques. Cette théorie est née après le plus célèbre incident de l'histoire des ovnis. « 8 juillet 1947. Roswell, Nouveau-Mexique. Des débris sont découverts dans un ranch. Et ils sont inhabituels. Selon les témoins, il s'agit d'aluminium qui reprend sa forme initiale après avoir été froissé et de signes étranges inscrits sur des éléments métalliques. Une légende ufologique était née. D'autant que 24 heures plus tard, les autorités font machine arrière et déclarent que la soucoupe volante de Roswell n'était qu'un ballon météorologique. Et depuis, la polémique fait rage.
Ce qui est intéressant dans l'histoire de Roswell, c'est que quelle que soit la version que l'on croit, celle de l'aviation américaine ou celle de la communauté ufologique, tout le monde s'accorde sur un point. Un objet est tombé et a été récupéré. La grande question est, qu'est-ce qu'on nous cache? Est-ce que ça intéresse toujours? Beaucoup de gens viennent ici pour savoir ce qui s'est passé? Oui, on a encore pas mal de visiteurs. Nick Redfern est l'un des nombreux passionnés qui ont mené l'enquête sur cette célèbre affaire. Là, on est sur le site du crash. Si ça intéresse le public et si les ovnis fascinent autant, c'est en grande partie parce que les gens ont envie de mystère. Ils adorent ça, que ce soit les ovnis, le monstre du Loch Ness, Bigfoot ou les fantômes. Les mystères font recette. Moi, je crois aux ovnis. Et il y a un vrai mystère, ce qui les rend encore plus intrigants. On n'a jamais trouvé de preuves tangibles de l'atterrissage d'une soucoupe volante au Nouveau-Mexique. Mais les rumeurs ont donné naissance à une mythologie moderne. C'est ici qu'on a réuni toutes les preuves. Quand on a commencé à voir des soucoupes volantes en 1947, c'était totalement nouveau. On n'avait jamais vu ça et ça a fasciné le grand public. L'incident de Roswell a planté le décor d'une explosion des observations d'ovnis un peu partout dans le pays. Depuis, les ovnis sont devenus un phénomène global et aujourd'hui, on commence à comprendre pourquoi. La fin des années 1940 marque le début de la fascination américaine pour ce phénomène. Cette obsession a coïncidé avec la guerre froide. C'est à cette période que l'Amérique a vu de plus en plus de choses étranges dans le ciel. Le plus gros traumatisme pour l'Amérique de l'après-guerre, dans les années 50, c'est l'apparition du Spoutnik dans le ciel. Une fois que la course à l'espace a été lancée, on a eu une multiplication des observations d'ovnis. L'ère atomique et la conquête spatiale ont alimenté un genre de plus en plus aimé, la science-fiction. Bientôt, les États-Unis ont produit de nombreux films avec des soucoupes volantes et des envahisseurs extraterrestres. Avec des films comme Les soucoupes volantes attaquent ou Le jour où la Terre s'arrêta, on commence à voir un lien parfaitement clair entre les images décrites dans le monde réel et les soucoupes volantes des séries B des années 50. Cette tendance de la pop culture est devenue une réalité. De plus en plus de gens disent avoir vu des ovnis. Et les autorités militaires refusent de reconnaître toute implication. Les récents incidents rapportés ne sont en aucune manière liés à un projet secret d'une agence américaine. Mais les liens avec l'armée sont réels. Dans les années 50, l'aviation américaine a bel et bien travaillé sur des projets de construction de vaisseaux circulaires. L'un d'eux était l'Avrocar, et il avait de l'allure. Il ressemblait à une soucoupe volante argentée. À l'apogée de la guerre froide, les Soviétiques et les Américains planchaient sur des machines expérimentales, en espérant remporter la suprématie mondiale. L'Avrocar était l'une de ces expériences secrètes. C'était une machine vraiment cool, avec un dôme transparent. Elle n'a jamais décollé de plus d'1 mètre, malgré une puissance de 3000 chevaux. L'Avrocar a donné l'idée à Paul Moeller de construire sa propre soucoupe volante. Je pense que ça rappelle l'image de la machine qu'on voyait dans le dessin animé Les Jetsons dans les années 60, avec le dôme transparent et une grande liberté de mouvement. Cette série a eu un grand succès aux États-Unis et je pense que ça a éveillé la curiosité des gens. Quand on abaisse le dôme,
On se retrouve dans un univers très confortable. Le docteur Paul Moeller vole à bord du M200X. Paul Moeller est l'un des rares à pouvoir affirmer avoir piloté une vraie soucoupe volante. Les moteurs OMC accélèrent. On se sent comme sur un tapis volant. À bord d'un hélicoptère, il y a beaucoup de vibrations. Puis on a l'impression d'être soulevé par le dessus. Au contraire, cet engin n'émet aucune vibration. Le moteur rotatif est comme celui d'une machine à coudre. La puissance vient d'en dessous et la sensation n'a rien à voir. On a l'impression de flotter. C'est extraordinaire, comme sur un tapis volant. Mais avant la généralisation des systèmes de stabilisation informatisés, voler à bord de cette machine était très dangereux. Mise à feu. Le problème sur Terre, c'est l'aérodynamique. L'air qui circule autour du véhicule génère une capacité de levage qui déstabilise le vaisseau. Bien sûr, on peut rajouter une queue à l'appareil pour le rendre stable sur le plan aérodynamique, mais ça ne ressemble à rien. C'est une espèce de machin rond avec une queue à un bout. Donc, il faut une stabilisation artificielle. Quand on n'est plus soumis aux conditions de l'atmosphère, dès qu'on en est sorti, la forme arrondie est parfaite. Structurellement, elle supporte tout et peut faire tout ce qu'on lui demande. Il faut juste s'extraire de l'atmosphère. D'un point de vue d'ingénierie, les tentatives américaines de construction d'une soucoupe volante parfaitement opérationnelle dans les années 50 et 60 ont tout échoué. La réussite de ce projet tenait à sa force de propagande. Les ovnis étaient l'équivalent d'une arme. Je pense que le plus important dans toute la question des ovnis, c'est qu'à un moment donné, l'armée a réalisé que ce phénomène pouvait être utilisé à notre avantage. Imaginez-vous à l'apogée de la guerre froide. Vous laissez filtrer l'information selon laquelle une soucoupe volante s'est écrasée chez vous. Et vous commencez à comprendre comment elle fait pour voler. Ça fait peur à l'ennemi. Les pseudo-ovnis américains étaient donc des outils de propagande. Ils n'ont jamais été une menace militaire. Leur fonction était de tromper les espions de l'autre camp. Ça servait de couverture. Les vrais projets militaires sérieux portaient sur des vaisseaux et des plateformes très sophistiquées. Et ils étaient noyés dans la masse des rumeurs de rétro-ingénierie, de dossiers top secrets et de conspirations. Et pendant qu'on enquêtait sur eux, les vrais secrets militaires étaient à l'abri. Ainsi, les rumeurs selon lesquelles les États-Unis développaient leurs propres ovnis servaient d'écran de fumée. Mais que cachait-elle ? L'équipe des chasseurs d'ovnis pourrait trouver la réponse. Elle a observé un objet volant non identifié sur ses équipements de surveillance. Il lui reste à savoir ce que c'est. C'est flippant. Peter Merlin connaît bien ce qui se passe au-dessus du désert. Pour lui, il suffit de regarder au sol pour voir la trace du passage des ovnis. L'une des choses que les gens aperçoivent autour de la zone 51, ce sont d'étranges motifs lumineux dans le ciel, comme des sphères brillantes, ce genre de choses. Et souvent, c'est ça qu'ils voient. C'est une fusée infrarouge de l'aviation. Ça fournit une source de chaleur pour attirer les missiles à guidage thermique. Pour les observateurs au sol, ces fusées sont très intrigantes parce qu'elles ont l'air de rester suspendues dans les airs et sont ballottées par le vent, tout en dégageant beaucoup de lumière. Il y a des milliers de débris comme ça dans le désert. Ça explique pas mal de phénomènes soi-disant bizarres au-dessus du Nevada. Mais pour les ufologues, cette explication ne tient pas et ils refusent d'y croire. Ça a bougé. La lumière a bougé. Juste là. Je la vois. Elle a accéléré et elle a disparu. Il y a pas mal d'avions militaires dans le coin. Quand ils font des exercices, ils lancent des fusées.
Mais les fusées retombent, non? Ce truc n'est pas redescendu vers le sol. Une fusée retombe lentement, c'est toujours comme ça, en illuminant toute la zone. Une fusée, ça flotte. Là, ce truc a chuté à la vitesse de la lumière. Je sais pas ce que c'était. Regarde cette lumière, comment elle bouge. Elle revient. Je vais en arrière. C'est juste ici. Ça me fait flipper. Rien ne bouge comme ça. C'est bizarre. On a du mal à y croire. C'était quoi ça? Une bombe? Sans doute. T'es sûr? Oui, ils visent notre voiture. Arrête, c'est pas drôle. Les chasseurs d'ovnis sont perplexes. Ils ont repéré un objet étrange au-dessus de la zone 51. Les gens comme John Lear ne sont pas étonnés. Pour lui, il y a une explication toute simple. Tout ce que nous avons développé a été influencé par les extraterrestres. Ils nous ont tout donné. À partir de Roswell, on a mis au point des objets comme les transistors, les fibres optiques, etc. Les chasseurs d'ovnis ont-ils aperçu l'un des vaisseaux créés par rétro-ingénierie dont parlait Bob Lazar à la fin des années 80? Dans les Spring Mountains, à 65 km à l'ouest de Las Vegas, Peter Merlin va enquêter sur le terrain. On cherche les traces d'un appareil top secret capable de voler à plus de 3000 km/h à 30 000 mètres d'altitude. C'est un projet de la CIA testé dans la zone 51. La question est, ce projet est-il basé sur une technologie extraterrestre? On dirait vraiment des vaisseaux d'un autre monde, donc en les voyant, on peut les prendre pour des ovnis. Et si on n'a jamais vu d'appareil de ce type, c'est bien un objet volant non identifié. Aujourd'hui, on peut espérer connaître la vérité. En 1967, un prototype ultra secret s'est écrasé dans ces montagnes. Logiquement, on se dit que le site a été complètement nettoyé. J'ai parlé à des gens des équipes de nettoyage et ils m'ont presque tous dit « Ne te fatigue pas à chercher, le gouvernement a effacé toutes les traces. » Et quand je viens sur place, je trouve toujours quelque chose. Ça, c'est un gros morceau de titane. On voit de la peinture noire à l'extérieur et cet appareil était noir. C'était un bout de sa structure conçu pour absorber les ondes radar. C'était l'un des composants les plus secrets de l'appareil. Ça peut sembler surprenant de trouver ces débris alors qu'ils sont censés avoir nettoyé, mais il y en a partout dans le désert. Peter Merlin a trouvé des fragments du secret militaire le plus sensible du XXe siècle. Ce n'est pas un vaisseau extraterrestre, mais pendant la guerre froide, pour les soviétiques, ça ne faisait pas une grande différence. Sa technologie était si avancée qu'ils ne l'ont jamais vu venir, au sens propre. Présenté dans les années 80, l'avion furtif américain a changé la donne en matière de combats aériens. Son allure et ses capacités étaient hors normes, et lors de ses vols top secrets au-dessus du désert du Nevada, il a pu être pris pour un ovni. Mais des avions furtifs ne peuvent pas expliquer tous les ovnis observés dans le monde. Aujourd'hui, la technologie moderne nous permet de comprendre ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Dans notre monde actuel de gadgets high-tech, des inventions très simples peuvent être confondues avec des ovnis.
Voici l'aérobot. Il est développé par Paul Muller, celui qui a construit et piloté la soucoupe volante M200X. L'aérobot que je fais voler est un véhicule conçu pour inspecter les ponts. On avait un gros problème. Comment inspecter un pont sans risquer la vie de quelqu'un quand on veut identifier des lézardes dans la structure? L'aviation américaine utilise ces machines expérimentales pour des missions de surveillance aérienne. Et ces engins sont inconnus du grand public. Pour un observateur lambda, c'est exactement le type d'objet qui attire l'attention et qui semble inexplicable. C'est dingue. Très souvent, on n'annonce pas le vol qui aura lieu à 5 h du matin, et à notre arrivée, il y a déjà fou. C'est comme si l'info se propageait par magie. Tout le monde veut le voir voler. C'est très surprenant, mais au début, tout est surprenant et il faut du temps. Mais je pense qu'il ne faudra pas longtemps pour que ça devienne aussi courant et familier que le reste. Pour un regard non avisé, les gadgets inventés par Paul Muller peuvent passer pour des objets volants non identifiés. Comprendre ce que les gens voient dans le ciel et prennent pour un ovni est justement le rôle de cet homme. Marc D'Antonio est l'analyste en chef du MUFON, le réseau mutuel des ovnis, une organisation américaine qui enquête sur les phénomènes inexpliqués. Quand quelqu'un aperçoit quelque chose, il peut le filmer ou le photographier. Par exemple, on a une vidéo faite avec un téléphone portable postée sur Internet hier soir. Et depuis, elle a déjà été vue 187 fois. En gros, le monde entier peut la regarder. C'est l'OVNI observé au-dessus du centre commercial de Winstead, dans le Connecticut. Marc D'Antonio a l'habitude d'étudier ce type d'images pour les décrypter. Dans la plupart des cas, son verdict surprend les témoins de la scène. Comme on peut l'imaginer, les vidéos d'OVNI sont souvent en réalité des images d'objets volants tout à fait identifiables, comme des avions, des insectes, des oiseaux, des météorites ou d'autres choses qui volent dans l'air. On reçoit aussi beaucoup de photos, avec par exemple des frisbees photographiés sous un angle bizarre. Regardons celle-ci par exemple. Sur sa base de données, il a des centaines de clichés de pseudo-ovnis. Quelqu'un a pris une photo d'un vaisseau. Mais c'est un objet connu, c'est un avion. Il n'y a donc aucun problème. Mais vous voyez cette traînée et ces deux appendices? De ce côté et de l'autre? C'est un exemple typique parce qu'en fait c'est juste un objet flou, tout près de l'objectif. Tout simplement un insecte. Comme ici, très souvent les gens croient voir quelque chose sur une photo ou une vidéo, alors qu'au moment de la prise de vue, ils n'avaient rien remarqué. Et bien souvent, les objets en question ne sont pas volants du tout. Il arrive fréquemment que des gens prennent une photo pour une autre raison, le travail ou le plaisir, et qu'ensuite, en la regardant, ils soient intrigués par un détail qu'ils n'avaient pas vu sur le moment. Prenez celle-ci. Dans le coin, deux traits sont apparus. Ils nous ont été présentés comme deux objets qui n'avaient pas été vus quand la photo a été prise. Je l'ai regardé et j'ai éclaté de rire. J'ai dit « Ah, merci, j'adore ». En fait, c'est juste une agrafe. 95% de tous les pseudo-ovnis envoyés pour analyse sont au final des objets connus, tout simplement mal identifiés ou filmés de manière inhabituelle. En général, les ovnis deviennent des OVI, des objets volants identifiés. Et il s'agit d'avions, d'hélicoptères, de phénomènes atmosphériques ou de corps célestes, comme des météorites, etc. Mais qu'en est-il des 5% restants, ceux qu'on ne peut pas expliquer? Toutes les images qu'on a étudiées jusqu'à présent ont fini dans la catégorie identifiée pour 95% d'entre elles. C'était des avions, des insectes ou des fusées. Dans le cas qu'on voit ici, c'est vraiment un objet volant non identifié. On ne sait pas ce que c'est. C'est un cliché qu'on nous a envoyé pour analyse. D'autres gens que moi l'ont étudié et on ne sait pas.
Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce petit pourcentage de non identifiés. C'est autour de ce petit nombre de cas que tout le monde se bagarre. Bien sûr, si les croyants ont raison, si ne serait-ce qu'un seul ovni est authentique, ça veut dire que les vaisseaux extraterrestres existent. C'est une question qui obsède la communauté des ufologues depuis le début. Quelque chose qui vole dans le ciel et qu'on ne peut pas identifier n'est pas obligatoirement un vaisseau extraterrestre. Il n'y a aucune raison pour qu'en 2011, si quelqu'un voit un engin circulaire dans le ciel, il soit construit par des aliens. Et en voici la démonstration, toujours à Winstead, dans le Connecticut. Sur ce parking mal éclairé, les passants observent un objet étrange dans le ciel. E.T. téléphone maison. Mais c'est quoi ce truc? Un attroupement se crée et l'excitation monte. La scène est filmée avec des téléphones et postée sur le net quelques heures plus tard. A priori, il n'y a aucun trafic aérien dans la région. Aucun vol de dirigeables ou d'engins publicitaires n'a été annoncé. Pour tous les gens présents, c'est bien un ovni. Incroyable! Le problème, c'est que plus la technologie progresse dans le grand public, plus c'est facile de monter un canular crédible. Il y a 30 ou 40 ans, une bonne photo d'ovni pouvait bien être un vrai ovni, parce que c'était difficile à créer de toutes pièces. Mais aujourd'hui, un ovni réaliste, ça peut être juste un ado boutonneux de 16 ans qui vit chez sa mère et qui fait un film de qualité. Ensuite, il le met sur Internet et se marre en voyant les ufologues se mettre dans tous leurs états. Ok, il arrive. Cet ovni est un canular. La soucoupe volante du Connecticut est née dans un atelier 24 heures plus tôt. Ok, lumière. C'est une expérience imaginée pour notre enquête par Marc D'Antonio. On trouve tellement de choses dans les magasins pour le grand public qu'on peut très facilement fabriquer un petit vaisseau que des gens prendront pour un ovni. Ça nous complique la tâche, parce qu'on doit distinguer le vrai du faux. Et pourtant, il y a bien des phénomènes inconnus. Et c'est ce qui nous intéresse. Mais Marc n'a pas monté ce canular sans raison. Il avait un but précis. C'est essentiel que les gens sachent interpréter ce qu'ils voient dans le ciel, qu'il s'agisse d'un météorite ou d'un quadcoptère à 4 hélices avec des phares. Il y en a littéralement des milliers dans le ciel. On doit leur montrer ce que c'est, parce que beaucoup trop de gens les signalent et pensent avoir vu un truc qui va changer leur vie. En fait, c'était juste un petit plaisantin qui leur faisait une blague. Pour nous, c'est important d'informer le public. Et on veut aider les gens à démasquer les mystificateurs et montrer comment ils ont monté leur canular. C'est bon. C'est parti. Le mystère de l'OVNI du Connecticut a été résolu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Que penser des 5% de cas incompréhensibles ? Doug Wilson travaille lui aussi sur les ovnis pour le réseau MUFON, mais sur le terrain. Ça fait 30 ans que je suis enquêteur et en général, au bout de quelques minutes d'entretien, je peux dire s'il s'agit d'une planète, d'un avion ou de je ne sais quoi, même si le témoin que j'interroge est sûr et certain que ce n'était pas un avion. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de dire honnêtement que j'ai exploré toutes les pistes et que malgré tout, je ne sais pas ce que c'est? Oui, c'est arrivé. Dans ces cas-là, Doug sait pourquoi les gens font instinctivement le lien avec l'espace et les aliens.
Les gens ont besoin d'avoir une explication pour tout. Et on a Star Wars, Star Trek et tout un tas d'histoires de science-fiction dont les gens raffolent. Du coup, ils pensent automatiquement à quelque chose qui vient de l'espace. Donc, si on ne leur donne pas de réponse, ils en trouvent une par eux-mêmes. Et souvent, c'est la piste extraterrestre. Tandis que le cinéma et la télévision entretiennent nos fantasmes, le manque de transparence des autorités et les 5% de phénomènes inexpliqués alimentent les spéculations. Un incident survenu au milieu du XXe siècle, au Nouveau-Mexique, a particulièrement fait recette. Il a donné naissance à une industrie nourrie par notre fascination pour l'inconnu. Mais en vérité, l'affaire de Roswell n'a rien d'un mystère. La meilleure explication pour tout l'incident de Roswell, c'est une expérience de physique qui a mal tourné et qui a conduit à des conséquences imprévues. Aujourd'hui, la version officielle de Roswell est le crash d'un système d'espionnage top secret dont le nom de code était Projet Mogul. Ces ballons étaient des engins énormes. On a un dessin ici. Il mesurait 180 mètres, ce qui fait presque la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Contrairement à ceux qui maintiennent que c'est une soucoupe volante qui s'est écrasée dans le désert, le physicien David Thomas a la preuve que la version officielle est la bonne. Voilà une copie en plus petit de la poutrelle retrouvée parmi les débris de Roswell. Ces signes étranges sont la clé du mystère. Ce ne sont pas des inscriptions extraterrestres comme certains l'ont cru, mais quelque chose de bien plus prosaïque qui a un rapport avec le projet Mogul. L'aviation américaine a fait fabriquer les ballons par une entreprise de jouets de Manhattan. Et comme ces réflecteurs n'étaient pas assez solides, l'armée a demandé si on pouvait les renforcer. Alors l'entreprise a collé du ruban adhésif qui provenait de son rayon jouet. Il se trouve qu'il était décoré de symboles bizarres, un peu comme des hiéroglyphes, qui ont pu être interprétés comme des signes extraterrestres. Voici le ruban adhésif. On y voit les dessins décrits par les témoins, mais ils n'ont rien d'extraterrestre. Malgré les preuves, certains continuent d'y croire. 60 ans de théories diverses ne peuvent pas être balayées si facilement. Personne ne va cacher un ballon météo. Idem pour les ballons du projet Mogul. Il y en a eu d'autres qui sont tombés sur le sol américain à l'été 1947, mais ils n'ont pas fait l'objet de mesures de sécurité aussi strictes que l'incident de Roswell. Et pour moi, ça écarte la thèse d'un ballon du projet Mogul. C'est l'événement le plus célèbre et son explication ne sera peut-être jamais universellement acceptée. Pourtant, la vérité est indéniable. Dans l'immense majorité des cas, les ovnis ne restent pas non identifiés très longtemps. Il peut s'agir d'une mauvaise interprétation, d'un phénomène atmosphérique, de ballon, de canular ou d'une simple agrafe. Mais le mystère reste entier pour les 5% non identifiés. Certaines personnes comprennent que parmi toutes ces lumières mystérieuses et ces phénomènes bizarres dans le ciel, il y a pas mal de choses clandestines. Il n'existe aucune preuve irréfutable du passage d'un quelconque vaisseau extraterrestre sur la planète Terre. Les croyants continuent à chercher. Elle revient. La dernière, juste ici. Juste ici. À mon avis, la vérité sur les ovnis, c'est qu'ils sont réels. Ils sont là. À Roswell, au Nouveau-Mexique, quelque chose s'est crashé. Et je pense que c'était un vaisseau extraterrestre. Les autres se contentent de scruter le ciel et de rêver. 80 à 90% des incidents ont une explication. Mais je suis rationnel et j'essaie de garder l'esprit ouvert.
Et pour moi, il n'y a aucune raison de penser que les aliens ne peuvent pas déjà être là. C'est comme l'existence de Dieu. On ne peut pas la prouver, mais on ne peut pas la réfuter avec 100% de certitude.